Ce livre m'a complètement anéanti. Vraiment, je crois que je m'en suis toujours parmi. C'est Ravage de René Barjavel. On va plonger ensemble dans l'effondrement total de notre monde. Quand la technologie, notre plus grande fierté, devient en fait notre pire ennemi. C'est une histoire qui est, prophétique. On suit un jeune homme, François Deschamps, qui se méfie du progrès. Comme ça, instinctivement, dans un monde qui ne jure par ça. Et le livre ne nous laisse absolument pas le temps de respirer. On est projeté directement dans la seconde où tout s'arrête. Le silence, Le noir absolu. c'est le paradoxe immense d'un homme qui sauve l'humanité, pour ensuite lui interdire le savoir qui pourrait la faire avancer à nouveau. C'est ça. C'est complètement fou quand on y pense, non? C'est une idée vertigineuse. L'enjeu, c'est pas seulement de survivre, c'est de décider ce que ça veut dire reconstruire une civilisation. Et surtout, ce qu'il faut accepter de laisser mourir pour y arriver. Alors, pour commencer, il faut vraiment qu'on se représente le décor. On est à Paris, en 2052. Et c'est pas du tout une dystopie sombre, pluvieuse, non. C'est tout l'inverse, c'est un paradis technologique. Une cage dorée. C'est ça, une cage dorée. Tout est électrique, automatique, facile. Exactement. C'est le confort absolu. Les gratte-ciel sont immenses, les voitures volent, la nourriture est chimique, synthétisée à la demande. Ah oui. Il n'y a plus de travail manuel, ça c'est une relique du passé. Même les vêtements, c'est fou, ils sont faits de champs magnétiques qui s'ajustent au corps. C'est une humanité qui est devenue assistée, en quelque sorte. Et c'est là-dedans qu'on rencontre François Deschamps. Lui, c'est l'anomalie totale. Il a 22 ans, il vient de Provence. Et il est complètement un contre-courant. Il est à Paris pour un concours de chimie agricole, une discipline qui est presque archaïque dans ce monde. Et il est mal à l'aise. Il a cette sagesse paysanne, une intuition en fait. Il sent que cette perfection, elle y creuse, qu'elle repose sur une base incroyablement fragile. Et il voit les Parisiens comme des enfants gâtés. Voilà, déconnecté de toute réalité. Et cette fragilité, elle est incarnée par Blanche Rouget, son amie d'enfance. Elle, pour le coup, c'est tout l'inverse. Elle a 17 ans, elle est magnifique, et elle est complètement hypnotisée par ce monde. C'est l'archétype de la jeune fille de son temps. Paris, pour elle, c'est la promesse de la gloire. Elle veut devenir une star, être célèbre. Elle est l'incarnation même de la superficialité de cette époque, entièrement dépendante du système qui l'a fait briller. Et qui dit système, dit le roi du système, Jérôme Seïta. Le grand méchant de l'histoire. C'est le directeur de Radio 300, l'empire médiatique qui contrôle tout. Il est richissime, tout puissant. Il voit Blanche, il la veut, comme un objet de collection. Et François, pour lui, c'est un insecte à écraser. Et c'est là qu'on voit la tyrannie de ce monde. En quelques clics, il fait rater son concours à François, il lui coupe l'accès à tout. C'est ça, il ne le menace pas physiquement, il le débranche du système. C'est une mort sociale, en fait. C'est terrifiant. Et c'est pile à ce moment-là que l'impensable se produit. La panne. Sans prévenir, sans aucune explication, une seconde tout fonctionne, la seconde d'après, plus rien. Partout sur la planète, au même instant, l'électricité disparaît. Et c'est pas une simple coupure de courant, c'est comme si la physique elle-même avait changé. Le fer devient mou, inutilisable. C'est d'une simplicité apocalyptique, Et les conséquences sont immédiate. C'est là que le livre devient un film catastrophe d'une brutalité. inouïes. C'est l'apocalypse instantanée, les avions tombent du ciel, les métros s'immobilisent dans les tunnels, dans le noir absolu. Les portes automatiques qui se bloquent, transformant les immeubles en tombeaux. Et il y a cette image terrible et tellement symbolique, les gens se retrouvent nus dans la rue. Leurs vêtements magnétiques se sont juste désactivés. C'est une image incroyable, ça. On pense à l'effondrement des infrastructures. Mais là, Barjavel s'attaque à la dignité la plus élémentaire. On est mis à nu, au sens propre comme au figuré. La civilisation n'est qu'un vêtement fragile. Et quand il tombe, on découvre la bête. Paris, cette ville de 25 millions d'habitants, devient un piège mortel. La faim, la soif, la panique. Et puis, l'incendie. Un feu démarre, et sans pompiers, sans eau, sans rien, il n'y a rien pour l'arrêter. Paris commence à brûler. La civilisation qui s'effondre en une seule journée. C'est glaçant de voir à quel point tout est interdépendant. Une seule chose disparaît, et tout le château de cartes, il s'écroule. Et c'est là, au milieu du chaos, que les rôles s'inversent. François, l'inadapté, devient le seul homme compétent. Exactement.
Son bon sens paysan, sa force, tout ce qui était méprisé avant fait de lui un leader naturel. Il retrouve Blanche, il la sauve et il rassemble un petit groupe de survivants. Son objectif est simple, hein, fuir Paris, retourner à la Terre. Et on en arrive à la partie qui, personnellement, m'a le plus marqué. Le chemin de cendre. C'est d'une noirceur. Absolu. Ils quittent Paris à pied et leur voyage est un véritable cauchemar. Le titre dit tout. Il traverse une France dévastée, couverte de cendres. Le choléra se propage à une vitesse folle. Et le pire, c'est pas la nature, c'est l'homme. Les survivants ont régressé à un état de barbarie totale. Des bandes de pillards, de cannibales, la loi du plus fort. C'est la seule qui vaille. Arrêtons-nous une seconde là-dessus. La technologie n'a pas rendu les gens mauvais. Elle a juste révélé ce qui était déjà là. Qu'est-ce que Barjavel nous dit sur la nature humaine ici? Il nous dit que la civilisation est un vernis très, très fin. Quand on le gratte, on retrouve une violence primale. Les gens de 2052 étaient juste anesthésiés par le confort. Et il faut se souvenir du contexte dans lequel il écrit, ça c'est essentiel. On est en 1943. En pleine occupation. Exactement. Il a sous les yeux une civilisation qui s'effondre, la sienne. La collaboration, les délations. Il voit tout ça. Ravage, c'est pas juste de la fiction, c'est nourri par le chaos de son époque. C'est une métaphore. C'est d'une perspective, oui, essentielle. Après ce périple terrible, ils finissent par atteindre le village natal de François, en Provence. La terre promise. C'est un refuge, oui, un havre de paix. Et c'est là que la troisième partie du livre commence. La reconstruction. Une nouvelle société naît des cendres. Et naturellement, François, on devient le chef. On ne l'appelle plus François d'ailleurs. On l'appelle le patriarche. Le mot est lourd de sens. Il n'est plus un homme, il est une institution. Il organise cette nouvelle civilisation sur des bases radicalement opposées à l'ancienne. Retour à la terre, agriculture, une vie simple. Mais, pour que ça dure, il impose des règles de fer, des lois absolues. Et la première, la plus importante, c'est l'interdiction de la machine. Toute machine complexe, tout moteur, tout ce qui pourrait alléger le travail de l'homme, mais aussi le rendre dépendant, c'est formellement proscrit. Et il ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à faire brûler les livres scientifiques. Il est convaincu que c'est le savoir, la curiosité, qui a mené le monde à sa perte. C'est ça. Et pour repeupler la Terre, il instaure même la polygamie. Et on touche au grand paradoxe du personnage et à la question centrale du livre. Pour échapper à une tyrannie, celle de la technologie, François en crée une autre, celle de la tradition. Il libère l'humanité d'une cage dorée pour l'enfermer dans une cage de paille, tout aussi rigide. Mais est-ce que c'est tenable comme vision? Est-ce qu'on peut vraiment interdire le désir d'innover? C'est toute la question. Ce que Barjavel met en scène, c'est un conflit classique. Le bonheur contre la liberté. La communauté du patriarche est en sécurité, elle ne connaît plus la faim, elle est, d'une certaine manière, heureuse. Mais c'est un bonheur imposé. Au prix de l'interdiction totale de la curiosité et du progrès. François a tellement peur du passé qu'il condamne l'humanité à un éternel présent, une société figée, qui ne doit plus jamais, jamais évoluer. On peut le voir comme un sauveur, mais on pourrait aussi le voir comme un dictateur, non? Il décide seul de l'avenir de tout le monde, sur la base de son propre traumatisme. Absolument. C'est un dictateur bienveillant, mais un dictateur quand même. C'est l'homme qui a sauvé tout le monde grâce à son intelligence et qui, une fois au pouvoir, interdit l'intelligence. C'est une tragédie immense. Il a vu le feu et sa seule réponse, c'est de vouloir vivre pour toujours dans la cendre, de peur que la moindre étincelle ne redéclenche l'incendie. Et c'est là que le livre nous offre une fin, à couper le souffle. L'histoire fait un bond de plusieurs décennies dans le futur. François est un vieillard de plus de 100 ans, vénéré comme un dieu vivant. Sa communauté est prospère, paisible. Et un jour, un jeune homme vient le voir. Un jeune forgeron, Denis. Il est brillant, passionné. Il arrive devant le patriarche, les yeux pleins de fierté, et lui présente son invention. Une machine. Une toute petite machine qu'il a créée en secret, de ses propres mains. Un petit moteur à explosion. C'est une étincelle de génie. Un premier pas, minuscule mais révolutionnaire pour alléger la peine des hommes. C'est le retour de l'ingéniosité humaine, le début du progrès. Mais pour le vieux François, ce n'est pas une étincelle de génie. C'est l'étincelle qui rallume l'incendie. Le même incendie qu'il a passé toute sa vie à éteindre. Il se retrouve face à un choix absolument terrible. Doit-il
détruire cette machine, et peut-être son inventeur avec, pour protéger son monde existant? Ou doit-il accepter que, malgré tous ses efforts, le cycle du progrès est inévitable? Aussi inévitable que le lever du soleil. Sa décision scellera le destin de cette nouvelle humanité. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.